Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Bochers de Bretagne et d'ailleurs. Dans cette 6e vidéo, je voudrais aborder la piste celtique et si nos origines étaient plus celtes qu'anglo-normandes ou franques. Alors, commençons avec nos amis irlandais. Alors voici le télégramme, les émigrés irlandais recensés. L'Institut culturel de Bretagne et la Maison de l'Histoire de Bretagne publient un document étonnant, fruit de la collaboration de deux chercheurs, Alain Le Noir de l'Oudéac et Eamon O'Kiosin de Dublin. Ils recensent les patronymes bretons hérités des immigrés irlandais qui ont fui en masse les persécutions anglaises au XVIIe siècle et ont été rapidement assimilés par les populations locales. Alors je vais lire parce que c'est très intéressant et puis après on ira voir un mémoire de recherche qui traite de tout ça. C'est une découverte fortuite en 97 qui va lancer sur la piste Alain Le Noir, 74 ans, ancien cadre à la Poste et historien, désormais retraité à l'Oudéac. En étudiant des registres donc d'état civil de Saint-Gouin ou Saint-Gwen dans le cadre de recherche sur les toiles de Bretagne, j'ai été intrigué par un acte de mariage où figurait 2 fois la mention Hibernois de nation. J'ai découvert dans le dictionnaire que l'Hibernie était l'ancien nom de l'Irlande et j'ai retrouvé des mentions identiques à Mur de Bretagne, l'Oudéac, Pontivy, ça devenait sérieux. Alors, il nous dit, Alain de Noir commence à éplucher les registres, et en se focalisant sur les paroisses, bordant les 2 rives du Blavet, de l'Oudéac, Port-Louis, avec quelques échappées vers le Fawet et Auray. Il se rend vite compte qu'il va avoir besoin d'aide. Je ne connaissais ni le gaélique, ni l'histoire de l'Irlande. Un ami universitaire m'a mis en relation avec Eamon O'Kiosin de Dublin. Sa recherche est beaucoup plus vaste puisqu'elle porte sur l'immigration irlandaise dans le monde entier au fil des siècles. Alors, 35 000 boat people avant la lettre. Selon cet historien, qui signe la première partie de l'ouvrage, environ 35 000 Irlandais persécutés par les Anglais, notamment lors des campagnes de Cromwell, auraient immigré sur le continent au cours du XVIIe siècle, dont une bonne partie en Bretagne catholique. Ces boat people avant la lettre ont embarqué un peu dans tous les ports bretons. Certains s'y sont installés, d'autres ont essaimé en Bretagne intérieure, comme en témoignent les registres. Mais les noms gaéliques ont subi des transformations au fil des décennies. Les prêtres transcrivaient comme ils pouvaient de manière phonétique ces sonorités inconnues. Certains restent proches du patronyme originel, Sous-Hillevent ou Sous-le-Vent pour Sullivan, Donevan pour Donovan, et pour d'autres c'est plus problématique. Les Boeli-Boulek provenaient de Obuachalla, les Averté, Arkandé, Avertin et O-Eil. Bon là je pourrais pas, c'est du gaélique. Assimilation rapide. Une des grandes leçons de cet événement, c'est que tout a été oublié. Les enfants nés ici ne sont plus hibernois de nation, dès la génération suivante, et portent des prénoms locaux. J'ai trouvé à Mur de Bretagne une grand-mère descendante directe d'une immigrante, et elle ne s'en doutait absolument pas. Preuve que l'assimilation s'est faite très rapidement et sans problème, au point que personne n'en parle. Maintenant c'est aux généalistes de continuer le boulot, s'écrit Alain, qui s'attache pour sa part à collecter la matière d'un 2e tome consacré cette fois aux hibernois des Côtes d'Armor, et etc. Alors j'ai trouvé une étude donc faite par Patricia Dagier, les réfugiés irlandais au XVIIe siècle en Bretagne. Alors c'est parti, donc ils vont expliquer un peu la même chose, je vais lire un peu le début. Après avoir dissous les monastères irlandais en 1539 et redistribué les biens du clergé au chef gaélique, Henri VIII, roi d'Angleterre protestant, se fait proclamer roi d'Irlande en 1541 et commence ainsi l'anglicisation du pays. Celle-ci se traduit par l'implantation dans toute l'Irlande de colons anglais et écossais et par la confiscation des terres de ceux qui refusent la soumission à la couronne britannique et à la religion protestante. Malgré le soutien que les nobles irlandais reçoivent du roi d'Espagne Philippe II, ceux-ci doivent fuir après la bataille de Kinsale en 1600. Ils trouvent refuge à Rome. Cet épisode, baptisé la fuite des comtes, qui renforce la domination anglaise et permet une colonisation massive de l'Ulster et à l'origine d'une vague d'émigration importante de la population irlandaise. En 1641, la rébellion contre les colons s'organise dans tout le pays et de nombreux mercenaires irlandais retournent chez eux dans le but de récupérer leurs terres. Mais à partir de 1649, Cromwell débarque près de Dublin avec sa cavalerie forte de 20 000 vétérans surnommés Côte de Fer afin de mater cette rébellion. C'est le début d'une longue série de massacres dont sont victimes des milliers d'Irlandais catholiques. En 1652, le Parlement anglais vote un nouveau plan de colonisation qui consiste à confisquer la plus grande partie des terres du pays et à ne laisser aux catholiques que les terres les plus pauvres de l'Ouest. C'est celle située dans le comté de Clare. Bon, désolé. Cette mesure entraîne ainsi la déportation de milliers de personnes vers ces contrées et provoque un nouvel exode de population.
et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit qu'en gros, entre la 1690 et ça commence en 1539, les Irlandais catholiques sont, entre guillemets, persécutés, pourchassés, et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont fuir, vous l'avez compris, en Bretagne. Ils vont venir en Bretagne. Alors, ils vont venir en Bretagne, et on va le voir, différents cas de figure maintenant, dans ce qu'on a trouvé, qu'on voit dans ce mémoire. Certains vont donc garder leur nom de famille, mais il va juste être francisé, bretonnisé, et certains autres, j'ai pas réussi à trouver malheureusement l'exemple, parce que c'était un exemple, mais c'est un mémoire qui fait 300 pages, donc voilà. Mais j'avais lu que il y avait un homme qui s'appelle, je sais pas, Murphy. Il avait décidé de prendre le nom, on va donner cet exemple-là, parce que ça nous concerne, mais je l'ai pas trouvé, mais il pourrait exister. Il a décidé de prendre le nom de sa femme. Donc imaginons que sa femme s'appelle Baucher, et au lieu de s'appeler Matthew Murphy, il va décider de s'appeler Mathieu Baucher. Alors comment vous pouvez savoir que votre Baucher que vous pensez être franc ou que vous pensez être anglo-normand, en fait, c'est un irlandais? Vous voyez? Donc j'ai pas trouvé le cas, mais c'est quelque chose qui serait possible, hein, tout est possible. Voilà. Alors, des noms qui sonnent français et bretons. Si certains exilés portent des noms typiquement irlandais, comme Murphy, McCarthy ou O'Connor, il n'en reste pas moins que d'autres ont des patronymes à consonance plutôt bretonne, et certaines fois françaises. Parmi les plus surprenants, on peut noter Hélène Guéguin, fille de Patrice et d'Elisabeth Reilyn, qui se marie à Brest en 1696. Thomas Le Quellec, natif et originaire de la ville de Cork, qui abjure en 1677 à Brest, ou bien Jacques Emery, roi de nation et époux de Lise Murphy, morte en 1691 à Brest, ne portent pas plus des noms franchement irlandais. Alors, il y a aussi les Roches et les Grant, descendants des Anglo-Normands. Les uns se sont appelés de la Roche, qui arrivent dans cette région dès le début du 7e siècle, et les autres, dont on retrouve une famille à parler, s'appellent tout naturellement le Grand. Alors, de nouveaux noms pour certains réfugiés. Les Rourke deviennent le Roux. Daniel Bryan s'appelle Daniel Lebrun. Pierre Maccabée devient Pierre Cabon. Qu'est-ce qu'on a? Les Irlandais présents à partir de 1650 à Manlais se nomment Palut ou Palu. Voilà. Le prêtre ajoute dans l'acte Pierre Palu. Bon, plein d'exemples comme ça. Il y a le patronyme là aussi qui est sympa. Le patronyme Quetelan, à consonance très bretonne, est porté par des Irlandais, alors qu'on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une erreur. Le prêtre rédacteur ayant pu mal comprendre le nom, force est de constater que les actes concernant notamment Jean Quetelan sont signés par l'intéressé. Son origine irlandaise est signalée à maintes reprises dans les registres des paroisses de Gourin, Huelgat, Pézet, Plébien, Morlaix, Quimper, où il vit successivement. On lui connaît au moins 3 femmes, irlandaises elles aussi, et dans chaque paroisse où il réside quelque temps, on le désigne comme un honorable homme. À Quimper, il est d'ailleurs le témoin de plusieurs cérémonies religieuses concernant ses compatriotes. Dans cet acte, il paraît clairement que ce patronyme se prononce Quetlan, bien qu'il s'écrive Coetlan par ailleurs. Des recherches récentes mettent en évidence que des Irlandais appelés Coslan, Coflan, Costlan, Coslan, Coflan voient leur nom se muter en Cotelan, puis Cotelan. Une Catherine Coglan, épouse Fitzgerald, est également nommée Coslan. Cette mutation permet de conclure que Coglan ou Couglan est le véritable patronyme irlandais de toutes ces personnes. Bon, alors enchaînons, continuons. Mère irlandaise et enfant illégitime. Donc j'ai trouvé une mère irlandaise qui s'appelle Bochel Catherine, hein, vous la voyez ici. Alors voilà, Bochel Catherine, on connaît pas le papa, son enfant elle l'appelle François, et on voit le de la Roche, donc un irlandais, et Callaghan, une irlandaise, donc c'est le parrain et la marraine. Autre exemple qu'on a ici, là ce sont deux couples d'Irlandais, hein, page 66. Page 65, ouais, sur PDF 66. Bochan, donc Bohan Tadé, c'est le papa, hein, l'Irlandais, et l'Irlandais c'est la maman, Alif ou Stendhal Marguerite. Donc ils ont plusieurs enfants, voilà. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que ils font vraiment le choix de l'assimilation, ils font vraiment le choix de donner des prénoms, des noms bretons et de devenir totalement breton. Ensuite, on a voilà le seul exemple que j'ai trouvé de Baucher, mais bon, c'est pas vraiment un exemple puisqu'en fait on n'est pas concerné. Enfin, en tout cas dans l'enquête qu'ils ont fait, il y a un Jean Baucher ici, là. Il y a aussi un Yves Baucher, mais ce sont des parrains ou ce sont des marraines. Donc on voit qu'on est bien à Corlay. Et voilà. Et donc c'est un Claude D. Allier qui se marie avec une Irlandaise. On va quand même lire ça parce que c'est intéressant. Anne Muloït est sans aucun doute fille de Jacques Molin. Les registres de Corlay sont lacunaires, ce qui explique qu'aucune naissance ne soit répertoriée entre 1676 et 1185 ou entre 1687 et 1692. Le père est appelé Jean du Leyler en 1675. Voir aussi les notices, etc., etc.
Alors enchaînons maintenant sur un exemple cornouaillais. Imaginons que on a un cousin donc au Bochet qui est parti conquérir avec Guillaume le Conquérant et le comte de Melan partir conquérir l'Angleterre. Imaginons que lui, il décide de partir au Feuil, voilà. Et imaginons que ce Bochet du Feuil n'ait aucun lien, ne soit pas un chevalier anglais, mais plutôt un chevalier normand. Bon, alors c'est un chevalier normand, il est au Feuil, donc entre 1200 et 1500, on va dire que c'est une des branches, un peu comme Harry, une des branches qui s'est un peu, qui est tombée un peu avec le temps, qui est devenue plutôt des roturiers, et puis il rencontre une jeune femme et puis il va à Paimpol. Bon, lui à son tour il a une descendance, et puis il a 2 garçons, voilà, on arrive en 1700, il y a 2 garçons, et les 2 garçons sont marins à Paimpol, et ils vont aller donc en mer, à la pêche, ce sont des pêcheurs, et il faut bien nourrir la Bretagne, il faut du poisson, etc. etc. Et il y a une tempête, et il va échouer en Cornouailles. Bon, alors ce que je viens de vous raconter entre Paimpol et la Cornouaille, c'est une histoire vraie. Alors, je vous explique pourquoi. Le reste, je viens de l'inventer, mais c'est pour essayer de faire des connexions, essayer de faire des hypothèses. Alors, je vais aller sur cette page Facebook, donc Basher Family of Cornwall, donc B-A-S-H-E-R. La personne qui gère cette page, c'est Dominique, qui est ici. Et Dominique vit en Irlande, dans l'ouest de l'Irlande, et il est d'origine donc cornouaillaise par son papa, qui est un Basher. Et donc il m'a contacté il y a à peu près maintenant une année, parce qu'il a fait comme moi donc des tests génétiques pour connaître un petit peu ses origines, et c'est lui qui m'a contacté en me disant je m'appelle Basher, tu es Bochet, donc peut-être que nous avons des liens, hein, donc voilà, donc on a échangé, bon il s'avère que non, voilà, nos branches sont quand même assez séparées, donc on n'a pas de lien commun récent, peut-être très lointain mais pas récent, et donc voilà, donc on échange un petit peu, on s'aide mutuellement, et voilà. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu, donc sur cette page Facebook, voilà, donc ils sont à peu près je crois 30 membres, et donc ils échangent des photos donc sur les Bochers de Cornouailles, alors les Bachers de Cornouailles, voilà. Alors là on voit Dominique, là on voit un ancêtre. Alors c'est ensuite que c'est intéressant, donc là c'est donc l'histoire des 2 frères. Alors, donc je vais vite préciser, les 2 frères ce sont des frères bretons, d'accord, hein, ce sont 2 bretons, donc c'est ça la légende, hein, la légende familiale de tous ces Bachers de Cornouailles, c'est que un des frères, lui, après la tempête, il est resté, il a trouvé une cornouaillaise et puis il a fait sa vie, voilà. Et donc au lieu de l'appeler Bochet, ils l'ont appelé Bacher, voilà, ça serait ça l'idée. Donc là on voit des ancêtres, et puis voilà, on arrive à l'endroit où ce marin breton serait échoué. Alors il y a une photo qui est superbe, c'est celle-là où on voit Dominique montrer l'endroit où ce Bochet se serait échoué. Donc je la trouve vraiment très sympa cette photo. Et donc, on va préciser, hein, on voit que l'endroit ça s'appelle Saint-Queverne, Cornwall United Kingdom. On a l'impression que c'est au nord du Finistère, mais non, c'est bien Cornouailles. Hein, ils ont des racines, la même langue, la langue brittonique, comme les Gallois, on a la même langue en Bretagne. Donc, je vais cliquer un peu sur le lien, et voilà ce que ça nous donne. Donc, la pointe cornouaillaise. La pointe de Cornouailles. Donc revenons maintenant à notre exemple, et imaginons maintenant que je sais pas moi, il y a à peu près un siècle, je sais pas, c'est un descendant de ce Bacher, ou même Dominique, il souhaite revenir vivre en Bretagne parce qu'il aime la Bretagne, ou parce que en Cornouailles la vie est difficile, et voilà, et ensuite c'est ainsi de suite. Donc pour trouver nos origines, c'est vrai que la généalogie permet de nous aider jusqu'à 1500, mais après, avant 1500, c'est compliqué, c'est vraiment des suppositions. Alors on a le nom de famille qui peut nous aider, nous donner une idée, mais c'est quand même assez compliqué. Donc c'est là que rentre en ligne l'idée de l'ADN, voilà, de faire analyser l'ADN, et ça on le verra dans d'autres vidéos. Alors l'ADN va pas forcément nous aider, lui il est très fort pour voir très loin, voilà, et ensuite c'est à force d'avoir plusieurs personnes qui font des tests qu'on arrive à revenir vers le temps présent, qu'on arrive à revenir vers 1000, 1500 et aujourd'hui, voilà. Donc enchaînons sur un autre exemple.
là on va prendre et on va dire, imaginons qu'on a donc le premier ancêtre, on est au temps de la Gaule celte, de tout cet espace qui est celte, voilà. Et puis ensuite on arrive maintenant à l'époque romaine, donc les petits enfants sont venus sur Corque, et puis voilà. Ensuite on va arriver à la période où tous on va arriver à la période entre le 4e et 5e siècle, où là ça va être l'évangélisation plutôt catholique des moines irlandais, et donc voilà, un descendant a suivi un moine irlandais et il arrive à Brest. Ensuite, imaginons que les descendants arrivent aux Feuilles, et puis voilà, il se marie à une bretonne qui s'appelle on va dire Baucher, et puis lui décide de prendre le nom, ce nom Baucher, parce qu'elle fait partie d'une grande famille bretonne très célèbre, très connue, et puis voilà. Alors, et ensuite on imagine que là il va aller se battre pour Guillaume le Conquérant, et donc il va aller comme l'autre fois, il va prendre le TGV là, et puis il va avoir des terres. Et donc les terres qu'on va lui donner à ce guerrier breton, hein, il est plus normand maintenant, il est breton. Il a des origines qui viennent d'Irlande, et il va aller à Cambridge, mais il s'appelle Baucher parce qu'entre temps il a épousé une noble bretonne et il a pris son nom. Et là, il s'appelle Baucher, il arrive à Cambridge, mais il est d'origine irlandaise. Voilà. Et donc c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Donc enchaînons sur une troisième hypothèse, la migration bretonne liée à la conquête de l'Angleterre de 1066. Donc là on se retrouve encore avec notre ami Guillaume le Conquérant. Donc Guillaume, duc des Normands, aidé par un important contingent de Bretons, accède après sa victoire de la bataille d'Hastings au titre de roi des Anglais. De 1066 à 1135 environ, lui et ses successeurs attirent en Angleterre des chevaliers bretons qui viennent renforcer les rangs de leurs fidèles. Ceux-ci, issus de la petite et moyenne aristocratie, proviennent du nord-est de la Bretagne, s'installent définitivement en Angleterre, ils s'intègrent rapidement à la noblesse normande et anglo-saxonne. Alors, forte présence bretonne à la bataille de Hastings. Alors, le passage intéressant est celui-ci. Harold arrive à marche forcée. Les deux armées s'affrontent. Le 14 octobre à Hastings, celle de Guillaume est composée de 3 corps, au centre les Normands, à droite les Français et les Flamands, et à gauche les Bretons. Après une longue bataille où les Bretons prennent momentanément la fuite, le duc Guillaume finit par vaincre. Harold est tué. Alors, la première vague de migrants. Si aucun nom de Breton de Hastings n'est connu, il est probable que Raoul l'Anglais et les deux fils d'Eudes, frères d'Alain III, duc des Bretons, Alain le Roux et Brient, ainsi que leurs hommes, ont participé à la bataille. Certains sont dotés des terres des vaincus, ainsi Brient se serait installé dans le sud-ouest de l'Angleterre. Du moins, il y repousse une tentative d'invasion dirigée par les fils du défunt roi Harold en 1069. Toutefois, Guillaume le Conquérant ne déstructure pas dans un premier temps l'aristocratie anglo-saxonne et préfère s'accorder avec elle. Alors, honneur d'Alain le Roux en 1086, donc c'était un duc de Bretagne, donc terre du comté d'Alain, donc on voit ici, en rouge, aire de forte concentration de terres relevant du comté, donc il a des terres qui lui appartiennent ici, possession isolée, domaine direct d'Alain le Roux. Alors, je pense que c'est les points les petits points en rouge, donc ici, voilà, par exemple, domaine de premier rang, et puis ici, ça va être un domaine de second rang. Domaine des vassaux du comte, ce sont les petits rectangles verts, voilà, donc des vassaux du comte, et fief donc de second rang, comme celui-ci par exemple. Voilà. Alors on continue. Le temps des révoltes, la seconde vague de recrutement. Mais dès 1067, les anglo-saxons se révoltent contre Guillaume. Celui-ci les mate souvent impitoyablement et les remplace par des migrants. Ainsi, la révolte avortée du fils de Raoul l'Anglais, en 1075, entraîne son exil en Bretagne. Ces terres anglaises, devenues vacantes, sont alors attribuées à Hugues d'Avranches, comte de Chester. Ce dernier installe des vassaux, tels que Guy Enoch, fils de Caradoc de la Boussac, près de Dole. De même, la déchéance d'Edwin, comte de Mercia, après sa révolte de 1070, profite à Alain le Roux, qui prend ainsi pied dans ce qui deviendra le comté de Richmond.
on a déjà vu dans les anciennes vidéos. De nouveaux bretons sous Henri Ier. Henri Ier, le fils cadet de Guillaume le Conquérant, réussit à s'imposer sur ses frères en devenant roi d'Angleterre en 1100 et duc de Normandie en 1106. Dès son accession au trône d'Angleterre, il recrute de nouveaux hommes dans ses réseaux bretons. Ainsi Alain, frère de sénéchal de Dole, ou Guillaume d'Aubigny, au nord de Rennes, sont intégrés dans son administration. Après 1116, Henri recrute des Bretons liés à l'entourage d'Étienne, comte de Bretagne et de Richemont, et frère d'Alain le Roux, mort en 1093. Ces hommes sont originaires de la région de Lamballe. Estimation quantitative de la migration. Ainsi, l'année 1066 est marquée par le début d'une migration de Bretons en Angleterre, se poursuivant jusque dans les années 1130. On estime que les Anglais descendants des Bretons représentent environ 5% des propriétaires nobles d'Angleterre, ce qui pourrait correspondre aux 250 chevaliers d'origine bretonne cités dans la Grande Charte de 1566. Toutefois, les Bretons avaient des liens avec les Anglo-Saxons avant Hastings, comme l'illustre Raoul l'Anglais, possessionné en Angleterre et en Bretagne avant 1066. Alors, généalogie simplifiée des Eudonides. Geoffroy Ier, duc, en 1008, Eudes, voilà, alors ensuite on a Potterel, Brienne, Alain le Roux, Alain le Noir et Étienne, on a vu tous ces noms. Et notre ami Étienne, il donne Henri et il donne les d'Avogour. Ici, on a Étienne qui va donner aussi donc Geoffroy Potterel, comte de Lamballe, et Geoffroy Potterel, comte de Lamballe. Et ici, on va avoir Berthe, fille de Conan III et Alain le Noir, Conan IV, donc duc de Bretagne et comte de Richemont. Donc voilà, intéressant. Profil et devenir des migrants. Les migrants bretons sont avant tout issus des régions sous influence normande ou des Eudonides, c'est-à-dire des territoires de fougères, Dole, Combourg, Dinan et Lamballe. Ils appartiennent à la petite et moyenne aristocratie ou sont des fils naturels ou cadets de grandes familles, telles celles des Dinans, Fougères ou Vitré. Ils forment principalement deux groupes installés, d'une part au nord et à l'est, et d'autre part au sud et à l'ouest de l'Angleterre. La très grande majorité de ces migrants s'installent définitivement en Angleterre. Ils se marient dès la première génération avec l'aristocratie normande et anglo-saxonne et perdent, semble-t-il, rapidement leur lien avec leurs parents de Bretagne. La fidélité indéfectible au roi d'Angleterre permet à certains migrants et à leurs descendants d'avoir une meilleure place dans la société que leurs parents restés en Bretagne. Alors intéressant, et écoutez bien la suite. Ainsi, Guy Enoch, fils de Caradoc, est à la tête de la seigneurie châtelaine de Monmouth, alors que la branche bretonne ne dépasse pas le niveau de la petite seigneurie de village. Citons encore la promotion, certes exceptionnelle, d'Alain, frère du sénéchal de Dole. Il est l'ancêtre des Stuarts qui furent rois d'Écosse et d'Angleterre. Donc semble-t-il, nous avons des cousins bretons qui sont en Angleterre et qui ont donc une descendance bretonne. Alors maintenant on va inventer une histoire 100% celte. Voilà. Alors l'idée est la suivante. On a un gars, on va l'appeler L21. Donc son nom c'est L21. L21, il habite à Brest. Voilà. Donc ce L21, il habite à Brest en, on va dire, allez, moins 200 avant Jésus-Christ. Donc, il parle le gaulois. Il fait partie d'un peuple. Est-ce que je l'ai ici? Je l'ai gardé ou pas? Oui, il fait partie du peuple les Ossismes, dont la capitale est à Carhaix. Donc lui, il est ici. Il est à Brest, il est content, il est heureux, il a une super vie, et donc tout va bien, ça baigne, il a sa femme, il a ses 10 enfants, il est très content. Et ce qui se passe, c'est qu'en moins 52 avant Jésus-Christ, il y a un gars, il s'appelle César, et lui, il va décider de changer un peu la tranquillité gauloise. Il va dire maintenant, les gars, vous allez tous être romains, moi j'ai la vérité, je vais vous l'imposer, et de toute façon vous n'avez pas le choix. Mais le petit-fils de L21, L513 qui est ici, lui se dit, ce Jules César, non, moi je peux pas, il me fait très peur, César c'est un fou allié, il va tous nous massacrer, il paraît qu'à Lyon ils se font massacrer, Vercingétorix c'est un des bons guerriers d'autres peuples gaulois, il s'est fait aussi massacrer, non ça sent le roussi, moi je suis pas aussi courageux que les gars de Perros-Guirec, eux c'est des vrais, c'est des durs. Donc moi ce que je sais c'est que à Plymouth où je fais du commerce d'étain et du commerce de vin, là-bas ils vont être tranquilles, le temps que les Romains arrivent, et encore faut-il qu'ils y arrivent,
je vais être bien là-bas. Donc ouais, donc je vais prendre ma femme, ma fille et mes 16 garçons et on va aller tranquillement se la couler douce à Plymouth. Donc L513 avait eu le nez creux, César et ses successeurs ont envahi la Gaule, ils ont même été ensuite sur l'île de Bretagne. Bon, heureusement, il avait choisi un bon endroit, donc le Dumoni, avec le dur Autriche, donc ils étaient un peu préservés quand même de cette conquête romaine. Bon, l'Empire romain a commencé à aller dans sa décroissance, donc ils sont partis de l'île de Bretagne, et ils ont pu être un peu tranquilles et ils se sont concentrés sur la Gaule. Et puis, quelques siècles plus tard, autour du 4e, 5e siècle, il y a S63-65 qu'on voit là, S63-65. Lui par contre c'est un guerrier, hein. Lui c'est un vrai, c'est un dur, et puis ce qui se passe c'est que lui il fait partie du peuple briton, et il y a les Angles, les Saxons, donc en rouge et en orange, et les Angles et les Saxons ils ont bien envie d'aller faire un petit tour sur l'île des Britons, maintenant qu'il n'y a plus les Romains. Les Francs eux, ils ont bien envie aussi d'aller en Gaule parce qu'il n'y a plus les Romains, enfin bon, ils se disent peut-être qu'il y a des choses à faire là-bas. Donc le petit-fils de S63-65 qu'on voit ici, qui s'appelle BY17, lui, il s'aperçoit que les Saxons ils sont bien là, ils restent là, ils s'imposent, ils sont de plus en plus puissants, ils commencent à imposer leurs règles. Pourtant, voilà, donc là c'est les Anglo-Saxons. Pourtant, il a fait comme tous les autres Britons, ils ont soit été au Pays de Galles, la Pays de Galles d'aujourd'hui, soit en Cornouailles aujourd'hui. Ils essaient de se protéger, mais ils commencent à en avoir vraiment marre. Alors, puis on se voit sur la photo là, il est blasé quoi, il en a marre BY17. Donc il rencontre un gars qui s'appelle Aurélien. Et Aurélien, Saint Paul Aurélien, c'est un moine. Il est converti donc au christianisme, et lui il se dit on va aller en Bretagne, on va aller évangéliser donc l'Armorique, hein, ce qui s'appelle l'Armorique, ou la Petite Bretagne plutôt, la Petite Bretagne. Eux ils sont en Grande-Bretagne et ils vont aller voir leurs frères, leurs cousins là en Petite Bretagne, et puis ils vont aller imposer un petit peu leur vie, un petit peu leur vision du monde, une vision autour de Jésus-Christ. Donc BY17, il est super content, il est arrivé à Saint-Paul-des-Longs avec sa femme, ses enfants et plein de Bretons. Ils sont arrivés en bateau avec Saint Paul Aurélien, ils sont super heureux. Bon, une chose qui sait pas BY17, c'est que son illustre grand-papa L513, en moins 52, vivait à quelques kilomètres, juste à Brest. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, il revient sans le savoir sur les terres de son ancêtre, et en compagnie de Saint Paul de Léon, et voilà, il mène une vie tranquille, il va toutes les semaines à la cérémonie à l'église locale, et puis petit à petit il va avoir donc un petit-fils qui lui va s'appeler L1333. Et donc là on arrive 3 siècles plus tard, on arrive en 880, 890, 900, et donc son petit-fils, donc L1333, on le voit, il est super beau, il va aller donc guerroyer avec Nominoé et Erispoé, et ils vont essayer d'agrandir le royaume de Bretagne. Et ils vont plutôt bien réussir, hein. Ouais, ils vont plutôt pas mal réussir. Et lui le pieux qu'on voit là, tout faiblard, il va devoir céder, hein. Il va devoir céder parce que les copains de L1333, Nominé et Erispoé, ce sont des champions. Donc L1333 a été récompensé suite à l'effort qu'il a fait pour agrandir le royaume de Bretagne. Maintenant ce L1333 il est à Lamballe, et puis voilà, il a une vie confortable, c'est un seigneur, et donc L1333 il va avoir des petits enfants, et là on va se retrouver maintenant en 1154, et en 1154 pour le royaume de France c'est la totale déconfiture. Guillaume le Conquérant et ses successeurs ont
le royaume d'Angleterre, avec le duché de Normandie. Les Bretons, on voit que c'est plutôt des copains. Il y a tout le duché d'Aquitaine, le comté de Poitou, le comté d'Auvergne. Enfin bon, là, pour les Bretons, on va dire que pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Et donc son petit-fils à L1333, c'est BY25876, c'est lui. Et donc BY25876, eh ben, il est plutôt content, tout va bien pour lui, et puis voilà, il a aussi des enfants, il mène une vie paisible. Mais le souci, c'est que le petit-petit-fils de BY25876, ben, il y a eu un déclassement social, il y a eu des problèmes, ça s'est pas bien passé, et donc lui il a voulu se lancer dans la musique. Voilà, donc il s'est dit la bombarde c'est mon truc, je peux me lancer donc dans la musique. Évidemment ça n'a pas marché, donc il est arrivé sur les terres donc d'un seigneur qui s'appelait Bocher, et ça tombait bien, c'était à l'époque où on devait donner des noms de famille, et donc le seigneur lui a dit bon, à partir de maintenant tu vas t'appeler Bocher. Et donc à partir de ce sonneur, on est à peu près autour de 1200 là, à partir de ce moment là, tous ceux qui étaient après, toute sa descendance, dont moi compris, on s'appelle donc maintenant Bocher. Bon bah j'espère que je vous ai bien fait rire avec mon 100% celte. Bon, l'idée de tout ça c'était de mettre un peu d'humour, parce que c'est vrai que ça fait la 6ème vidéo là où je suis assez sérieux, et puis là j'avais envie un peu de faire un truc un peu plus léger. Je pense que c'est réussi, et donc l'idée en tout cas de tout ça c'était de montrer que voilà, dans la première vidéo j'essaie d'expliquer que bon, le nom Bocher c'est pas forcément le Bosch allemand avec le casque à pointe, et donc là justement je prouve que vous pouvez vous appeler Bocher et en fait en réalité n'avoir aucune, pas même le petit centième d'origine anglo-normande, allemande, néerlandaise ou je ne sais quoi. Et donc pour conclure, je vous invite encore et toujours donc à aller sur la page Facebook, donc les Bochers de Bretagne et d'ailleurs, à mettre un j'aime, à vous abonner. Pareil pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, et je réitère aussi une proposition pour tous ceux qui souhaiteraient une aide pour faire leur généalogie de leur branche Bocher. Voilà, je me tiens à leur disposition s'ils le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas à me contacter via Facebook ou via YouTube, et je me ferai un plaisir de les aider. Donc je vous souhaite une bonne soirée, salut!